Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau récap AEW par Squash FM et votre humble serviteur Dumble J. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Dynamite, donc le Go Home Show juste avant All In Texas ce samedi à 21h heure française si j'ai bien compris. Donc pas d'excuses pour rater probablement le pay-per-view de l'année. Et petite annonce, je vais essayer d'upload le récap de Dynamite le plus tôt aujourd'hui, 10 juillet, parce que ce soir, à 20h30, live des Sauveurs pour la preview de AEW All In. Et il est possible qu'une des moitiés de Squash FM soit présente lors de ce live. Donc, ce soir, 20h30, rendez-vous sur Twitch. Moi, j'essaye de faire en sorte d'upload cet épisode-là pendant les alentours de 13h. Comme ça, aujourd'hui, vous avez une review de Dynamite et vous avez une preview de All In. La journée est parfaite. Et on part tout de suite, puisque le show a lieu à Garland, au Texas. Dynamite qui investit déjà le Texas pour préparer All In, devant à peu près 2500 personnes, je crois un petit peu plus, d'après WrestleTix sur Twitter. À reconfirmer après coup, mais dans les alentours là, 2500 personnes en tout cas, un peu plus. Donc encore un show plutôt bien rempli. Surtout voilà, on est dans la zone de All In. Donc, les gens ont probablement pris leur ticket pour All In aussi. Ça, c'est intéressant quand même de voir qu'on arrive quand même à faire un 2500 personnes et que ça commence à avoir des salles bien remplies du côté de l'élite. En tout cas, le show débute sur une promo entre Mercedes Moné et Toni Storm. C'est une promo qui est plutôt bien emmenée, ça reste assez classique venant des deux. On a une Mercedes Moné très imbue d'elle-même, on a une Toni Storm qui reste toujours dans ce personnage très gimmické, très haut en couleur malgré le fait que ce soit en noir et blanc. Donc c'est assez intéressant, on a quand même deux visions qui s'affrontent avec Toni qui dit que si Mercedes gagne toutes les ceintures, mais pour ne pas prendre au final la ceinture féminine All Elite, la ceinture World, et ben ça sert pas à grand chose de cumuler autant de ceintures. Donc vraiment mettre en valeur cette ceinture là, la ceinture Women's World, peu importe le nombre de titres que tu vas chercher ailleurs, c'est cette ceinture là qui importe. C'est un discours qui est normal du côté de Toni Storm, c'est un discours qui est normal du côté de Elite. Certes, ça fait un peu de mal peut-être aux autres ceintures de Mercedes, mais ça rajoute un petit peu de profondeur à ce côté-là, d'essayer de mettre cette ceinture-là au-dessus des autres. Et c'est là où on peut retrouver l'intérêt d'avoir Mercedes en belt collector. C'est que le fait d'avoir autant de ceintures et qu'au final, celle dont on parle actuellement, c'est la ceinture d'All Elite, c'est quand même quelque chose qui permet de mettre énormément la ceinture All Elite en avant. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un en belt collector en challenger, et du coup, qui permet de mettre un titre vraiment au-dessus de tous les autres. Et donc c'est pour ça que moi, par exemple, je plébiscite le fait d'avoir Mercedes qui collectionne toutes ces ceintures-là pour pouvoir nous emmener dans ce genre de direction. Pas vraiment de physicalité, il y a une petite tentative en fin de segment, mais ça n'ira pas plus loin entre les deux. Et ça en restera là pour ce show. Mais le match est préparé pour All In. On est prêt, on est chaud bouillant. Petite promo backstage de Moxley, donc voilà, qui continue à mettre en valeur le Texas Deathmatch. Moi, ce que j'aime bien, c'est pareil. Là où, par exemple, du côté de Mercedes et Toni Storm, on met en valeur particulièrement la ceinture. Parce que peut-être que la ceinture Feminine World, elle a peut-être un peu besoin de mise en avant. Du côté de Moxley et d'Hangman, on sait que la ceinture mondiale, elle a pas besoin de mise en avant. Surtout que toute l'idée de Moxley, c'est un peu de cacher cette ceinture-là. Ce qu'on met en avant, c'est la stipulation. Et je trouve ça assez intelligent de ce côté-là de construire le build autour de la violence du match, du fait que voilà, ça va être dur de s'en remettre pour le perdant, et même pour le gagnant, ça va être dur de s'en remettre. Donc, ça, on reste sur un build qui est plutôt intéressant, que je trouve, à ce niveau-là. Premier match de la soirée, entre Bandido et Brody King, qui font équipe contre Takeshita et Fletcher. Encore une apparition pour Bandido. Je suis assez content de voir qu'il enchaîne les apparitions à quasiment tous les shows depuis Grand Slam Mexico, j'ai l'impression. Il me semble qu'il fait les collisions et les Dynamite. Donc, je suis assez content. Il a enfin pris un spot régulier dans les shows, et c'est un super catcheur, donc c'est juste cool de le voir là.
Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que là sur le ring, on a, je pense, peut-être 4 catcheurs qui sont au meilleur moment de leur carrière aujourd'hui. Ça donne un super match. Tout le monde fonctionne super bien. Fletcher et Takeshita, ils ont une super alchimie tous les deux ensemble. Les gens sont fous pour Brody King dès qu'il fait quelque chose sur un ring, dès qu'il se projette pour faire un suicide à dive. Ça marche super bien. Là, si pour le futur Continental Classic, moi, si je devais faire un petit souhait, un petit pronostic de personnes à mettre dans le Continental, j'aimerais beaucoup que ces 4-là fassent partie du Continental Classic. Et pareil, les petits affrontements entre Bandido et Takeshita, ça donne très envie de voir le Bandido Takeshita du Ring of Honor Super Card of Honor qui aura lieu, il me semble, ce vendredi. Et ensuite, on a eu un petit segment backstage avec la patriarchie et FTR. Donc, pas grand chose à dire, si ce n'est que Christian qui essaye un peu de marchander avec FTR pour les aider dans la victoire lors du triple threat de All-In, en disant, bon bah voilà, si vous nous aidez, vous aurez probablement le droit d'avoir un title shot si on gagne les titres. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Christian, c'est aussi la question, mais c'est sympa de mettre des petites graines qui traînent par là, tant qu'à faire. On avait ensuite un ricochet contre Blake Christian, construction sympa vu qu'il y avait eu l'attaque de Gates of Agony et ricochet sur Lee Johnson. Donc on met Blake Christian contre Ricochet, Blake Christian qui est un peu un passage un peu fluide dans le roster de l'élite. Il vient quand il y a besoin, il remplit les rôles dont on a besoin pour remplir. C'est pas un match particulièrement intéressant en tant que tel, même si c'est pas mauvais. C'est plus un match pour mettre en avant l'association entre Ricochet et Gates of Agony, parce qu'il ne me semble pas qu'ils étaient encore apparus ensemble officiellement à Dynamite. Il y avait la formation la dernière fois. Là, on officialise un petit peu l'association entre les trois. Je suis content pour Gates of Agony qui sont récompensés du travail qu'ils avaient fourni contre le Hurt Syndicate un petit peu plus tôt dans l'année. Là, ils récupèrent cette alliance-là pour être mise en avant sur le roster All Elite. C'est cool pour eux. J'espère que ça va aller un petit peu plus loin. On est sur une victoire logique de Ricochet. C'est décent, mais voilà, ça sert surtout à montrer l'association plus que pour faire un match de catch. Après, on avait un petit segment backstage où du coup les Hurt Syndicate se rendent compte qu'ils se sont fait piquer les ceintures par Jet Speed, qui ont laissé un petit message sur le tableau. Petit truc que j'ai bien aimé dans le segment là, c'est que pareil, ça a laissé des petites graines pour les premières dissensions entre MJF et le Hurt Syndicate, avec le Hurt Syndicate, donc Shelton, Lashley et MVP qui partent à la recherche des titres, là où MJF lui disait bah il faut que vous soyez à mes côtés pour Mark Briscoe. On sent qu'il tire un petit peu la gueule, qu'il a pas trop envie d'aller voir Mark Briscoe tout seul. Donc c'est rien de bien méchant, mais c'est une première graine d'un MJF qui n'a pas tout le monde qui tourne autour de lui. Et un Hurt Syndicate qui est un peu fort de leur côté, et donc qui n'ont pas qui n'ont pas tout leur intérêt de tourner autour de MJF comme lui probablement l'aimerait. Donc derrière, on enchaîne justement avec le segment de MJF avec Mark Briscoe, donc le segment Talky Talk. Bon, c'est MJF qui part sur du trash talk, hein, grosso modo. Briscoe qui répond en babyface, il est over auprès du public, les gens cheer. Ça prend surtout un intérêt à partir du moment où MJF commence à parler de Jay Briscoe, donc le frère décédé de Mark Briscoe. Il y a ça, maintenant ça va faire 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc à ce moment-là, il pousse Mark Briscoe à bout, qui va directement s'en prendre à MJF. On enchaîne avec du coup le Hurt Syndicate qui vient quand même intervenir, mais qui se fait intercepter par Jet Speed. Et Jet Speed qui mène un gros beatdown sur le Hurt Syndicate. Alors ça m'a un peu étonné de voir des babyface qui mènent un beatdown et qui le réussissent, qui se font pas interrompre. Il n'y a pas d'intervention de heal en cours de route. Il y a la patriarchie qui arrive après, mais qui viennent plus terminer le travail plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que le Jet Speed apparaît particulièrement fort. Donc c'est vraiment rare de voir des babyface qui mènent un beatdown aussi méchamment. Et c'est cool d'avoir ce côté très attitude de ces gars-là, et ça les rend over, donc franchement tant mieux. La patriarchie donc qui arrive après coup, qui vont faire des concertos sur la jambe de Bobby Lashley.
Donc pareil, on va avoir un Earth Syndicate qui va être pratiquement les underdogs au final, avec ce beatdown là qui devra avoir des conséquences pour All-In. Donc je suis vraiment curieux de voir comment le match va être tourné, comment l'Earth Syndicate va tourner le fait de peut-être même pas être les favoris du match pour une fois. Donc vraiment curieux de voir ce que ça va donner. C'est l'Earth Syndicate qui sont dans une position dans laquelle ils n'ont pas l'habitude d'être du côté de l'élite. Donc ça m'a vraiment donné beaucoup plus d'intérêt pour le match que je n'en avais déjà, parce que bon, j'avais déjà très envie de voir ce Jet Speed là les affronter. J'avais pas un gros intérêt pour la présence de Nick Wayne et Christian Cage dans le match, mais là c'est vrai que maintenant qu'il y a ce profil là du match qui va être vendu, qui nous a été vendu sur ce Dynamite, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. On enchaîne ensuite sur le Fatal 4-Way pour obtenir le spot de numéro 2 lors du Women Casino Gauntlet de All-In. Le spot de numéro 1 avait déjà été pris par Chris Statlander. Et donc là, on a un match entre Tekla, Queen Aminata, Megan Bayne et Tay Melo. Le match est décent. J'ai pas l'impression qu'il décolle à un seul moment. Je pense que la Cooper Pub arrive peut-être un peu tôt dans le match et du coup je trouve que ça a pas mal coupé le rythme. Les interactions de Queen Aminata et Tekla sont sympas et Megan Bayne elle impose quand même énormément de présence. Je trouve que Tay Melo elle a eu du mal à briller dans le match, mais je pense que c'est plus un problème de construction, puis peut-être un chouille de ring rust quand même pour Tay Melo. C'est toujours pareil, c'est qu'on a fait ce match-là, on sent qu'il y avait besoin de le faire parce qu'il fallait mettre un numéro 2 vu que tu l'as fait pour les hommes. Donc tu le fais un peu par dépit parce que tu copies-colles ce que t'as déjà fait. Et il n'y a pas tant d'importance que ça et ça se sent un peu, je trouve. Ça sent un petit peu là-dedans. Megan Bayne remporte le match et prend le spot. Alors par contre, moi je trouve ça cool de voir que Megan Bayne a resté une menace constante depuis qu'elle est arrivée, sans pour autant... pour le coup, c'est une qui a enfin pas été lâchée après avoir eu ce spot pour le titre mondial. Elle a eu le spot, elle a perdu le match, mais derrière elle continue d'apparaître, elle continue d'être une menace sur le roster et je trouve ça pas mal. Ensuite, on a enchaîné assez vite sur la bagarre en coulisses entre Tekla et Queen Aminata. Je sais pas si c'est pour utiliser un 1 contre 1 entre les deux à All-In ou si c'est pour utiliser un face-à-face lors du Casino Gauntlet. Il me semble pas qu'ils aient officialisé un 1 contre 1 All-In. Donc on va partir du principe que c'est pour le Gauntlet. Mais toutes les fois elles se sont croisées jusque-là, c'était très bien. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'aimerais bien voir la suite, ouais. Je trouve ça bien de capitaliser sur ce qu'ils ont fait entre Tekla et Queen Aminata. Et pareil, la construction de Tekla, elle est intelligente. On l'a pas envoyé tout de suite se brûler les ailes trop haut. On prend un peu le temps de la construire, on la met dans un programme intéressant. Et donc là, t'arrives dans quelque chose où tu mets à la fois Tekla en valeur qui débute, et Queen Aminata a jamais été aussi over que depuis qu'elle apparaît régulièrement face à Tekla. Et là, on est dans une situation où t'as 2 catcheuses qui sont gagnantes de tes décisions. Donc là-dessus, c'est très bien. Très bonne prise de décision là-dessus. On a Briscoe qui enchaîne ensuite. Pour moi, il n'a plus rien à foutre. Le mec, il articule plus, il en a rien à branler. C'est la meilleure promo de la soirée, je pense. Et pas besoin de prendre 10 minutes pour parler. Voilà, Briscoe arrive, articule pas, me donne envie de voir le match, c'est bon. Moi, c'est vendu pour moi. Derrière, on a Samoa Joe qui affronte un fan du public, qui visiblement s'est incrusté sur le ring. Alors, visiblement, c'est un SDF qui était par là. Joe gagne logiquement. Le match, moi, je l'ai pas trouvé fou. Je l'ai trouvé pas terrible du tout. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Joe en 1 contre 1. Sur certaines parties, Samoa Joe est fun parce que Samoa Joe est excellent. Mais ouais, ça m'a pas particulièrement excité de regarder ce match. C'était un peu, j'ai l'impression, pour justifier l'apparition de Gabe Kidd, qui va arriver après le match pour tenter de faire un beatdown sur Samoa Joe. Est-ce que ça va être pour me faire un 1 contre 1 Gabe Kidd Samoa Joe? Est-ce que ça va être pour faire un 3 contre 3 entre les Death Riders et The Ops pour le titre 3v3? Dans les deux cas, c'est quelque chose qui peut m'aller. C'est une opposition Samoa Joe Gabe Kidd, c'est quelque chose qui peut m'intéresser pas mal. Donc ouais.
Curieux de voir où ça va. Je trouve ça peut-être un peu dommage qu'on n'ait pas plus de choses officialisées alors qu'on termine Dynamite pour aller vers All-In. C'est peut-être la seule chose que je reprocherai à ce show au final, c'est que on nous a semé beaucoup de pistes, mais on nous confirme pas si c'est des pistes de All-In, si ça va être des trucs pour après ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être le seul truc qui me déçoit un peu. C'est par exemple, je sais pas si ce match-là ça va être un 3 contre 3, si on va avoir The Ops contre les Death Riders. Donc j'aurais bien aimé qu'on m'officialise le tout rapidement. Mais bon, j'imagine qu'on aura quelque chose d'ici All-In. Ensuite, on a tout de suite enchaîné sur le 4 contre 4 avec Moxley, Castagnoli et les Young Bucks contre Adam Page, Will Ospreay, Shibata et Ops. J'aime bien le fait qu'il y a un peu toutes les équipes qui se mélangent du côté des gentils avec The Ops qui se mettent en équipe avec Adam Page et Ospreay. Ça, je trouve ça assez drôle. Enfin, c'est le côté cool de voir que voilà, les Death Riders ont réussi à être une menace assez importante pour tout le monde, pour que des alliances se créent entre les gentils et que tout le monde décide de s'allier. Surtout qu'on sait que dans des équipes de Babyface, t'as pas mal de monde qui est pas présent aujourd'hui, comme Orange Cassidy, comme Darby Allin, et t'arrives quand même à avoir une continuité dans tes affrontements, tout en gardant un peu de fraîcheur. Donc ça fait un main event qui est au final plutôt sympa. Les Young Bucks sont excellents dès qu'ils sont sur un ring, donc ça c'est génial dès qu'ils font quelque chose. Je trouve que c'est une bonne idée de faire gagner Death Riders en plus sur le match là. C'est Moxley qui choke out Shibata. Moi je trouve que c'est une bonne idée. On hype un petit peu les Death Riders. Il faut poursuivre sur Moxley qui est une menace. En plus une menace violente pour hyper le Texas Deathmatch. En plus là voilà, sur l'image que j'ai choisie, il y a 2 Moxley étonnamment, donc en plus il se dédouble. Donc ouais. Moi j'aime bien, c'est une bonne décision je trouve, c'est un peu anecdotique à moins d'une semaine d'All-In, mais c'est bien ici. Après il y a un beatdown d'après-match, les Death Riders tentent de refaire le spot du sac en plastique sur Ospreay et Adam Page, et c'est à ce moment-là que Swerve décide d'apparaître sur le Titantron, donc pour aider Adam Page un peu indirectement parce qu'il ne vient pas tout de suite, mais on le voit dans une pelleteuse pour détruire la limousine des Young Bucks, donc qu'ils ont obtenu la semaine dernière. Dès la semaine dernière, je vous avais dit que si cette limousine-là apparaissait, c'était probablement pour être détruite. Je tiens à dire que je me suis pas trompé. Mais je pense qu'on pouvait un peu tous s'en douter. Donc bon, c'est toujours des bonnes choses pour continuer une rivalité, pour mettre des choses en avant. C'est toujours un peu drôle de voir les heels se faire détruire un truc qu'ils aiment, etc. Ça fait une distraction. Les Young Bucks décident de partir à l'extérieur pour confronter Swerve, qui vont juste se rendre compte que la limousine est détruite, et Swerve va les prendre en embuscade pour un double stomp sur les 2 Bucks. Et après, bon, le show se termine sur un face-à-face entre Adam Page et Moxley. Adam Page reste debout. Ça fait peut-être un peu peur, mais Moxley a pris la win avant, donc on verra. On va dire que c'est un 50-50 pour le coup. Mais ouais, un très très bon go-home show, je trouve. C'est un show qui m'a vraiment beaucoup donné envie de voir All-In. Bon, j'avais déjà énormément envie de voir All-In, mais ça a pas calmé mon envie. Ça m'a redonné un intérêt sur certains matchs sur lesquels j'avais moins d'intérêt, comme le triple tag team match. Donc ouais, franchement, je pense que la construction au niveau d'All-In, elle a été quasi parfaite, cette construction. La seule chose que je peux reprocher, vous m'avez entendu le reprocher sur les précédents récaps, c'est la construction autour de la division féminine, qui pour le coup m'a posé pas mal de problèmes jusqu'à l'arrivée d'All-In. Elle va me poser un problème à All-In même parce que je trouve que la division féminine n'est pas assez représentée là-dessus. Mais pour tout le reste, on frise l'excellence. Donc, on va pardonner pour cette fois. Je vais mettre une mention très bien sur tout ce build pour All-In. Mais attention à ce qui va se passer après. Parce que je peux pardonner parce qu'il y a beaucoup de choses très bonnes, mais s'il y a une baisse de qualité, je commencerai à avoir beaucoup moins de patience sur le build que tu fais au niveau télévision féminine.
sur dans ton roster. Ça, c'est quelque chose qui risque d'un peu me saouler. Mais voilà. Il y a des choses qui partent. Le Tekla Queen Aminata, il y a Megan Ben qui est mise en avant, il va y avoir le Casino Gauntlet Woman. Il y a peut-être des titres par équipe féminin qui vont apparaître. Donc, j'ai un peu de confiance pour la suite. Je donne le bénéfice du doute. Et c'est sur ce bénéfice du doute là qu'on va s'arrêter pour ce récap. J'essaye de pas vous prendre trop de temps. Comme ça au moins le récap est efficace. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours si vous avez apprécié. Ce soir, jeudi 10 juillet, 20h30, le live des sauveurs pour le récap, pour la preview de AEW All-In. Donc soyez présents et je crois qu'il y aura probablement un récap après de Ring of Honor, Super Card of Honor. Donc s'il y a le temps, donc n'hésitez pas à passer pour vous faire une journée catch complète et une journée de teasing pour AEW All-In Texas qui fait plaisir. C'était Dumble J pour Squash FM. Je remercie ceux qui ont regardé ce récap de l'avoir regardé et on se dit à la prochaine.